Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi tout de suite à Davos, mais pas pour faire un résumé classique, pas pour empiler des annonces ou des punchlines de dirigeants. Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui va se passer éventuellement dans les prochains mois ou les prochaines années. Parce que chaque année, le Forum économique mondial transforme Davos, cette petite ville suisse nichée dans les Alpes, en véritable centre névralgique des débats mondiaux. Pendant quelques jours, chefs d'État, dirigeants d'entreprises, responsables politiques et institutions internationales s'y retrouvent pour prendre le pouls du monde et tenter d'anticiper les grandes fractures économiques, sociales et technologiques à venir. L'édition Davos 2026, qui s'est tenue du 19 au 23 janvier, c'est-à-dire que ça continue encore demain, s'inscrit dans cette continuité avec une particularité forte. C'est un thème qui est assumé sous le titre « Un esprit de dialogue », comme une réponse directe à un monde de plus en plus fragmenté, polarisé et sous tension. Comme les éditions précédentes, en janvier 2024 et janvier 2025, Davos a une nouvelle fois servi de laboratoire d'idées, mais aussi de lieu où se dessinent souvent en filigrane les grandes orientations stratégiques des années à venir. Ce que je veux partager avec vous, c'est ce qui s'est réellement joué en profondeur lors du dernier Forum économique mondial. Parce qu'à Davos, cette année, quelque chose a changé. La technologie n'était plus un sujet parmi d'autres. Elle n'était plus cantonnée à des panels innovation ou digital. La technologie est devenue le langage commun du pouvoir politique, économique, géopolitique, et c'est exactement ce que je vais tenter de vous expliquer dans ce podcast. Alors, quand on regarde Davos 2026 avec un peu de recul, on réalise que ce forum n'a jamais autant ressemblé à une salle de pilotage du futur. Près de 3000 participants venus de plus de 130 pays, environ 400 dirigeants politiques, 65 chefs d'État et de gouvernement, et surtout plus de 850 PDG, dont les plus puissants du monde. Ce n'est pas un club, c'est une concentration de pouvoir décisionnel rarement atteinte. Et au cœur de toutes les discussions, un sujet écrasait les autres, l'intelligence artificielle. Mais attention, pas l'IA buzz, pas l'IA gadget. À Davos, l'IA a été traitée comme une variable macroéconomique mondiale. Je répète, l'IA, l'intelligence artificielle, a été traitée comme une variable macroéconomique mondiale, ou même, c'est-à-dire au même niveau que l'énergie, la dette ou la démographie. Alors, pour commencer, un chiffre qui a marqué les esprits. D'ici 2030, l'IA pourrait contribuer à plus de 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Mais la vraie question posée à Davos n'était pas combien ça rapporte. La vraie question était qui contrôle cette puissance, qui la structure et qui risque d'en être exclu. C'est là que les grands patrons de la tech ont envoyé un message extrêmement clair. Alors on commence avec Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui l'a formulé sans détour. L'IA est l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire humaine. Alors, ce n'est pas une métaphore anodine. Cela signifie que l'IA n'est plus un logiciel, mais une infrastructure lourde. Des centres de données géants, des puces spécialisées, une consommation énergétique massive, des investissements comparables à ceux des réseaux électriques du XXe siècle. Mais Davos n'a pas été un cœur unanime d'enthousiasme technologique. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, a jeté un pavé dans la mare avec cette phrase très forte. Le déploiement de l'IA pourrait devoir être ralenti pour sauver la société. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont là et ils sont brutaux. Selon les données discutées à Davos, plus de 50% des entreprises qui investissent massivement dans l'IA n'en tirent aujourd'hui aucun résultat tangible. C'est dingue, hein ? Pas parce que la technologie ne fonctionne pas, mais parce que la stratégie, la gouvernance et les compétences ne suivent pas. Et sur le plan social, le constat est tout aussi clair. 92 millions d'emplois pourraient être menacés d'ici 2030, mais 170 millions de nouveaux emplois pourraient être créés. Le sujet n'est donc pas la destruction, mais la transition. Et cette transition est fondamentalement politique. C'est là que Davos 2026 a marqué un tournant fondamental. La régulation n'a plus été présentée comme un frein, mais comme une condition de stabilité. Les États ne veulent plus subir la technologie, ils veulent la co-construire. Alors, cybersécurité, responsabilité des modèles d'IA, gouvernance des données, lutte contre la désinformation, tout ça est désormais pensé comme une infrastructure institutionnelle au même titre qu'un système bancaire ou qu'un cadre commercial international.
Et cette vision est partagée par les plus grands. Satya Nadella, patron de Microsoft, l'a résumé avec une phrase simple, presque humaniste. Nous devons utiliser l'IA pour faire quelque chose d'utile qui transforme réellement la vie des personnes, des communautés et des pays. Mais peut-être que la citation la plus lucide, la plus dérangeante aussi est venue de Larry Fink, patron du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. Si l'IA n'est pas une force partagée, elle reproduira les échecs du capitalisme des 30 dernières années. Tout est dit. Davos a aussi montré que l'IA n'avance plus seule. Nous sommes entrés dans une ère de convergence technologique, IA, robotique, énergie propre, biotechnologie et en arrière-plan, le quantique. Sur la robotique, certains secteurs affichent déjà des gains de productivité de 15 à 20%, notamment pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Sur le quantique, le consensus est clair. Les pays qui maîtriseront ces technologies d'ici 2030 auront un avantage géopolitique décisif. Et justement, la géopolitique était omniprésente à Davos. Les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, l'énergie nécessaire pour faire tourner l'IA, les chaînes d'approvisionnement critiques, la technologie est devenue un instrument de puissance. États-Unis, Europe, Chine ne parlent plus seulement commerce ou climat, ils parlent souveraineté technologique. Même les crypto-monnaies et les technologies décentralisées sont revenues au centre du débat, non plus comme des curiosités financières, mais comme des enjeux de souveraineté monétaire et de confiance systémique. Au fond, Davos 2026 nous dit une chose très simple. La technologie n'est plus un futur possible. Elle est le présent structurant du pouvoir mondial. L'IA n'est plus une option. La régulation n'est plus un choix. La convergence technologique redéfinit déjà les rapports de force. Donc, en conclusion, ce qui s'est dit à Davos ne produira pas ses effets demain matin, mais les décisions prises et parfois les silences aussi façonneront très clairement la prochaine décennie. Et c'est exactement pour cela que ce Davos-là, mérite qu'on s'y arrête et surtout qu'on le comprenne. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous passe le grand bonjour. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Merci pour tout.